Marceau. Le soir, avec Marceau. Radio X. ChristianPage.ca est avec nous, c'est l'enquêteur du paranormal. D'ailleurs, dans quelques jours, il sera en conférence à Québec. Comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Oui, ça commence-tu à rentrer, là? Y a-tu des gens qui vont aller te voir en conférence à l'Université? Oh, absolument, ça commence à rentrer. Comme tu le mentionnes, c'est le 26 mai prochain. Oui. Et ça sera, comme je le fais d'habitude, ce sera à l'Université Laval, au pavillon Charles de Coninck. Ouais. Et la thématique sera les grandes énigmes de l'histoire, tome ou partie 2. Mais je tiens à préciser qu'il n'est pas nécessaire d'avoir vu la partie 1, parce que la partie 1, en fait, qui avait été présentée il y a quelques mois à Québec, j'avais présenté 6 grandes énigmes de l'histoire sur lesquelles je m'étais penché. Et que j'avais enquêté, j'étais allé sur les lieux, tout ça. Et dans la prochaine conférence, ce sera 6 nouvelles énigmes de l'histoire, mais qui sont sans aucun lien avec celles qui avaient été présentées dans la première partie. Donc, tout ça, là, comme je te le dis, c'est le 26 mai prochain. Et puis, toutes les informations sont disponibles sur mon site, le christianpage.ca. christianpage.ca. Je sais pas si tu nous écoutais tout à l'heure, mais je parlais d'un reportage que j'avais vu. C'est sur une étude où il y a des gens qui pouvaient se promener dans un centre d'achat, voir une file et prendre la file sans nécessairement savoir où est-ce qu'ils s'en allaient. Il y a des gens, puis là, ça me revient en mémoire, des gens de mon entourage qui se promenaient en basse-ville de Québec. À un moment donné, Raph, ils ont vu une file, puis ils savaient pas c'était dû à quoi cette file-là. Ils ont décidé de la faire, puis ils ont traversé la fameuse porte sainte là, qu'il y avait à Saint-Roch. Là. Oh! Mais ils ont décidé de faire la file sans nécessairement savoir c'était quoi. Là. Ça aurait pu être une file de crème glacée. Là. Je sais pas. Les gens sont-tu crédules à ce point-là, Christian? C'est quand même particulier que des gens embarquent dans des affaires sans nécessairement se poser de questions. Voyons, je veux voir que je ferais de la file à quelque part sans savoir qu'est-ce qu'il y a au bout de cette file-là. Ouais, ça, c'est sûr que c'est dans les comportements humains de masse. Il y a toutes sortes d'études psychologiques là, qui se sont penchées là-dessus. Je suis pas un spécialiste des comportements, mais à ta question, est-ce qu'on est aussi crédule que ça? Ça, je peux quand même y répondre parce que ça touche d'une certaine façon le journalisme et le journalisme d'enquête. Ouais. Quand on parle de la crédulité des gens, quand on regarde les grands pays industrialisés occidentaux, là, la France, l'Angleterre, le Canada, les États-Unis, évidemment, tu vas comprendre que c'est inversement proportionnel. Le seuil de crédulité est à peu près de 5%. Et plus un pays est éduqué, comme c'est le cas, par exemple, des pays occidentaux, c'est à 5%. Mais si tu vas dans les pays moins bien éduqués, ce taux de crédulité peut augmenter à 15-20%. Et qu'est-ce que c'est ce taux de crédulité? C'est le seuil par lequel on définit une communauté dans la population, là, à savoir 5% dans les grands pays industrialisés, qui croient n'importe quoi, il suffit qu'on le présente dans les médias. C'est-à-dire que c'est la personne, par exemple, qui attend pour faire la file chez IGA et qui voit dans le kiosque à journaux un magazine qui dit, je sais pas moi, Paul McCartney est mort en 1966 puis a été remplacé par un Suzy. Michael Jackson vit quelque part sur une île avec JFK. Elvis Presley toujours vivant, il fait de la pizza à Kalamazoo. Bon, ce genre d'histoire-là, il y a des magazines qui se sont fait, en fait, qui ont fait tout leur éditorial autour de ce genre d'histoire-là. Et il y a 5% de la population, dès qu'ils voient ce genre de truc-là en kiosque, parce que c'est véhiculé par un média, entre guillemets, officiel, ils ne se posent pas de questions. Ils l'acceptent spontanément. Et là, je te parle d'histoires qui sont, disons, Elvis est toujours vivant. Tu me diras, ça peut être vraisemblable, mais on tombe même dans l'invraisemblable. Genre, on a tous en tête le souvenir d'articles du genre, j'ai été violé par un Bigfoot et j'accouche d'un bébé avec une tête de chat. Oui. C'est bon, ce genre de trucs-là, c'est des affaires aberrantes. Et pourtant, même si ça tombe sous le sens que c'est de la fausse nouvelle, que c'est ridicule, il y a quand même 5% des gens qui vont croire à ces histoires-là. Et là, tu me diras, 5% des gens, c'est quand même pas énorme, mais quand tu regardes une population, comme aux États-Unis, par exemple, on va faire des chiffrons, là, qui sont tout près de 400 millions d'Américains. 400 millions d'Américains, si tu calcules 5% de ça, c'est quand même 20 millions d'Américains. Qui vont y croire. 20 millions d'Américains qui, en voyant ce genre de manchette dans les journaux, vont dire « Hey, c'est vrai ça. Paul McCartney est mort, il a été remplacé par un sosie, je l'ai vu dans le journal. » Et qui vont le répéter, ces 20 millions-là vont le répéter à d'autres. Là. C'est tout à fait compris. Ça, c'est le seuil de crédulité. C'est pour ça que dans bien des cas, dans la masse, et en particulier aux États-Unis, dans les médias,
on fait toutes sortes des documentaires, des émissions, toutes sortes de trucs qui sont un petit peu, disons, on tourne les coins ronds, on se préoccupe pas trop de la crédulité ou de la qualité de l'information. Et même s'il y a des gens qui dénoncent ça, c'est pas grave, il y aura toujours quelques individus quelque part, 5% de la population qui vont être prêts à avaler la couleuvre. Ça, c'est le seuil des crédulités. Et c'est pour ça qu'on a toutes sortes de mythes qui se véhiculent dans nos sociétés qu'on n'arrive pas finalement à faire taire, c'est-à-dire des espèces de légendes urbaines qu'on a beau essayer de répéter. Non, c'est pas vrai, mais la légende urbaine est là, elle est enracinée, puis des gens vont continuer de la véhiculer, et on la véhicule, on la répète, et 5% de la population y croit. Ah, c'est incroyable. Moi, il y avait une histoire qui m'avait sauté à la figure sur Facebook. C'est un journal satirique qui s'appelait le Journal de Montréal. Le Journal Montréal. On avait pris une photo de la baie de Beauport, et on voyait une jeune femme qui sortait de l'eau, et en gros titre, sur le Journal de Montréal, c'était écrit « Elle se baigne à la baie de Beauport et tombe enceinte ». Et les commentaires en dessous, Christian, il y a plusieurs jeunes filles qui croyaient qu'effectivement, il y avait une femme qui avait été se baigner à la baie de Beauport et qui était tombée enceinte dû au fait que il y a des condoms qui se ramassent dans le fleuve Saint-Laurent. C'est ça. Et là, des filles de dire hors de question que j'aille me baigner là cet été. Il y avait des commentaires entre chums de filles qui disaient hey là, va pas falloir aller là cet été, il faut pas. Puis l'autre disait ouais, non, c'est épouvantable, c'est pas le temps. Ouais, mais là je suis aux études, je peux pas y aller. Hey, non, c'était ridicule là. Ouais. Ça fait pitié des fois. Puis la preuve, c'est que le Journal de Montréal était tellement offusqué qu'il y a des crédules comme ça qui embarquent dans n'importe quoi, qui avaient porté plainte contre le Journal de Montréal. Ils voulaient qu'il change de nom. Oh, quelle histoire. C'est un peu comme pour moi, aujourd'hui, je commence à être un peu fatigué, là. Tu sais, il y a 15 ans, il y a 20 ans, j'étais excessivement dynamique dans ce que je faisais comme travail. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est un peu une guerre qui est perdue d'avance. Ouais. C'est-à-dire que j'essaie, moi, ça fait 25 ans comme journaliste, c'est 41 ans que je suis impliqué dans le paranormal, tu vois. Et mon travail, mon cheval de bataille a toujours été le même, c'est-à-dire de présenter le paranormal, mais avec une vision beaucoup plus réaliste. C'est-à-dire, bon, qu'est-ce que l'on sait, qu'est-ce que l'on sait pas, qu'est-ce qu'on peut démontrer, qu'est-ce qu'on peut pas démontrer. Et je le disais il y a 20 ans, et je le répète encore ce soir, tout ce que l'on voit ou qu'on entend ou qu'on lit sur le paranormal, il y a à peu près seulement 5% de vrai là-dedans. Le reste, c'est de la fumée. C'est des trucs pour faire des émissions de TV. C'est des histoires que l'on se raconte, mais il n'y a rien de prouvé là-dedans. C'est de la culture populaire et c'est également un mécanisme de croyance. Les gens croient aux fantômes, croient aux revenants, croient à la réincarnation, comme d'autres croient en Dieu. On peut pas prouver ça. C'est des phénomènes de foi. On y adhère parce qu'on y croit, puis la croyance, elle est légitime. Je m'attaque pas à ça. Pour moi, je respecte le fait que cette croyance soit légitime. Par contre, ça fait quand même assez longtemps que je suis dans le métier pour savoir qu'est-ce qui est vérifiable ou qu'est-ce qui est pas vérifiable dans l'univers du paranormal, puis qu'est-ce qui est critiquable et quelles sont les explications alternatives. Mais malheureusement, c'est un combat perdu d'avance dans la mesure où, par exemple, je dénonce, et on le sait, j'ai jamais caché que je n'aime pas beaucoup les chasseurs de fantômes, parce que pour moi, ces gens-là, c'est de l'arnaque, c'est de l'escroquerie en plein jour, hein. Ils arrivent avec le gadget, se promènent dans des maisons hantées, puis là, nous font à croire que parce qu'ils ont détecté des champs magnétiques, il doit y avoir des entités ou des trucs comme ça. Mais même si je fais un travail, disons, d'éducation autour de ça, en disant non, ces appareils-là ne servent à rien, ce sont des appareils qui ont été construits pour autre chose, on ne fait simplement que travestir leur utilité, on lui donne des noms exotiques, et pour le chasseur de fantômes, qu'il le fasse sciemment ou qu'il le fasse involontairement, le fait de présenter ces appareils-là comme étant valables dans ce type d'investigation, c'est de l'arnaque, et ça donne aux chasseurs de fantômes un sentiment de faire de la science. Dans notre culture populaire, on a l'impression que parce que l'on utilise des instruments, on fait de la science. Non, c'est pas parce que j'ai un marteau que je deviens entrepreneur en construction. C'est pas parce que j'ai un tournevis dans mon coffre à outils que je deviens mécanicien pour autant. Donc c'est un peu la même chose. Et alors que moi j'essaie de faire un travail d'éducation en disant non, je sais pas si des fantômes existent, mais si les fantômes existent, on n'a toujours pas trouvé le moyen de les détecter. Puis ces appareils-là ne servent absolument à rien, si ce n'est que d'entretenir des croyances.
Mais alors que moi, je fais ça, je suis un peu une voix qui s'élève dans le désert, parce que les médias, eux, s'en foutent complètement. Eux, là, ce qu'ils veulent, c'est que tu restes scotché devant ta télévision. Oui. On présente des émissions de télé de chasseurs de fantômes, on se donne des peurs, et les gens qui font... Parce qu'au Québec, avant l'avènement d'émissions de télé-réalité du genre chasseurs de fantômes, qui étaient présentées, de mémoire, je crois, à Canal D, les gens regardaient ça. À ce moment-là, au moment où l'émission est arrivée en ondes, il n'y avait au Québec aucun groupe de chasseurs de fantômes. Aujourd'hui, à travers le Québec, ils sont plus de 200. Et ce qu'ils font, bien évidemment, ils regardent ces émissions-là. Tous ces groupes, je le dis sans exception, tous ces groupes sont composés d'amateurs et aucun de ces groupes n'a en son sein des physiciens ou des spécialistes, des scientifiques formés dans ce type d'investigation. Aucun. Donc, ces gens-là regardent ces émissions-là à la télé, vont sur Internet, achètent ces appareils-là, parce qu'il y a des compagnies, crois-le ou non, qui se sont spécialisées dans la vente de gadgets, de chasse aux fantômes. Et là, ben, dépendamment des sous que tu es prêt à investir, 200, 300, 400 $, ben, tu peux obtenir deux détecteurs de mouvement, un détecteur de champ magnétique, bon, tu vois un peu le genre, c'est un peu comme des mèches chinois, 1 pour 1 ou un 2 pour 3, puis tu choisis ce que tu veux, tu investis et t'achètes ça. Et là, ces gens-là vont dans des lieux hantés et se promènent avec leurs gadgets, ils ont l'impression de faire de la science. Et ça, ben évidemment, ce n'en est pas, mais regarde bien, je te garantis que quand va arriver la période de l'Halloween, tu vas voir se multiplier des articles dans les journaux ou des journalistes, des stations de radio, toutes sortes de gens accompagnent des chasseurs de fantômes. Puis ils vont là, puis on se donne la frousse, puis on raconte ça dans les journaux, puis on raconte ça dans les médias. On fait de la fausse nouvelle, on fait de la fausse information. Et moi, je suis là dans le désert à dire attention, c'est n'importe quoi, ça. C'est pas comme ça. Si c'était si facile que ça, détecter des fantômes, là, ça fait un siècle qu'on fait de la recherche expérimentale en parapsychologie. On aurait des cas solidement bien documentés, mais on n'en a pas. Ouais, puis on devrait obliger les médias à avertir les gens comme quoi c'est juste pour s'amuser qu'on fait ces sujets-là, il y a rien de sérieux, mais malheureusement on le fait pas parce que c'est pas régi. Mais la raison pour laquelle les médias embarquent, puis écoute, j'ai déjà fait ce type d'expérience-là où on avait reçu des gens qui disaient avoir certains dons là, et la raison pour laquelle les gens embarquent, c'est que les gens aiment ça. Donc, exemple, je sais pas, moi, le Journal de Québec décide dans son sac de chips de suivre des chasseurs de fantômes, ça va faire partie des articles les plus consultés. Absolument. Absolument. Donc ils vendent la pub. Et j'ai rien contre le divertissement, mais tu l'as dit, c'est ça que l'on ne dit pas. On ne dit pas que c'est du divertissement, on ne dit pas que ces gens-là n'ont pas de formation scientifique, que ces appareils-là servent à autre chose. C'est ça qui est un peu mon désarroi de voir tout ça, alors que l'on devrait dire, attends une minute là, si on va dans une maison hantée, puis vous amenez des appareils, on peut-tu amener avec nous un physicien, qui va essayer de regarder un peu comment ça fonctionne, un électronicien, par exemple, pour savoir pourquoi tel appareil réagit de telle ou telle façon. Est-ce qu'on peut se mettre des mesures de contrôle pour vérifier que ce qui est fait correctement? Est-ce qu'on peut espérer que ces gens-là appliquent un protocole sérieux? Tu sais, par exemple, ils nous arrivent avec un enregistrement, ils disent, on entend une voix. Hein? Vous entendez une voix. Vous étiez combien dans cette maison hantée-là? On était 6 gars, là. Ouais. Puis qu'est-ce qui me dit que la voix qu'on entend au loin, là, c'est pas un de tes gars qui est en train de pisser sur le bord d'un mur en chantant Ne me quitte pas de Jacques Brel, au lieu de la voix de Jacques Brel, tout court. Ben non, il était avec moi. Il était avec toi. Qu'est-ce qui me prouve ça à moi? Je te le dis. C'est comme ça que la science a progressé au cours des siècles. Fie-toi à moi, je te le dis. Ouais, puis il y a surtout pas de pigeons dans d'anciennes hôpitaux psychiatriques là, dans le secteur de Trois-Rivières, c'est dans ces anciennes. On en avait parlé, donc les gens rentrent, c'est maintenant je crois que le gouvernement du Québec a interdit la visite des lieux qui étaient jugés trop dangereux, donc maintenant on n'y a plus l'accès. Mais jusqu'à tout récemment, tu le mentionnes, il y avait dans la région d'Arthabasca, il y avait cet asile désaffecté, là, qui était l'asile de Sainte-Clotilde de Horton, qui était devenu un peu un rendez-vous pour tous les chasseurs de fantômes. Écoute, on allait là, puis s'il y a des gens qui nous écoutent ce soir puis qui ont déjà visité les lieux, écoute, c'est un grand bâtiment qui est complètement abandonné depuis presque 20 ans. Il y a plus de plafond.
Dans les toits, les entretoits, il y a des colonies d'oiseaux qui nichent là-dedans. Les murs sont remplis de bébites, là, des rats, des écureuils, tout ce que tu voudras, sans compter tous les parasites, les insectes qui se retrouvent là-dedans. Et là, ces gens-là vont là la nuit. Écoute, la nuit. Puis là, on les enregistre d'un coup, ils entendent un bruit, puis ils disent, hey, on entend, hey, ça se peut-tu que l'autre-là m'envoie un message? Non, c'est un pigeon dans le toit, là. C'est comme épouvantable de voir comment ces gens-là sont crédules et tout ça ne sert qu'à confirmer leur croyance. C'est ce qu'on appelle en psychologie populaire le biais de confirmation. Donc, je choisis des éléments qui ne vont finalement que servir ma croyance. Je crois que l'asile est hanté, je vais là la nuit, j'entends des bruits, donc ces bruits-là viennent confirmer que l'asile est hanté puisque c'était ma démarche. Malheureusement, c'est ça, il n'y a jamais cet aspect rigoureux qui entoure ce type d'enquête pour dire, bon, attends, on a un protocole, on a fait ci, on avait un physicien sur place, on a essayé de documenter. Et pourquoi on ne le fait pas? Parce que tu le mentionnes, c'est divertissant. Et j'ai rien contre le divertissement, mais tabarnouche, à un moment donné, on va-tu le dire que c'est du divertissement, que ce n'est pas la réalité. C'est faux de croire que la science ne s'intéresse pas à ces phénomènes-là. Je te l'ai mentionné un peu plus tôt, ça fait près d'un siècle maintenant qu'on fait de ce qu'on appelle de la parapsychologie expérimentale. Donc, dans des laboratoires, on essayait de documenter les perceptions extrasensorielles, donc les gens qui disent avoir des dons, la télépathie, la télékinésie, ça c'est le pouvoir de la pensée sur la matière, des prédictions. On a tout essayé de regarder ça. On a également, il y a des équipes qui se sont également spécialisées dans l'investigation de soi-disant lieux hantés. Donc, ces gens-là sont allés sur place. Il faut se rappeler, dans les années 70, les années 1970, 1960 et 1970, c'était un peu l'âge d'or de cette recherche en parapsychologie. On avait plus de 50 universités, attention là, 50 universités dans les pays occidentaux qui avaient ou leur laboratoire en recherche en parapsychologie ou elles étaient associées à des laboratoires de recherche en parapsychologie. 50 universités, dont notamment, et pas les moindres, je pense notamment à l'Université de Californie à Los Angeles, la fameuse UCLA, avait son propre laboratoire de recherche en parapsychologie. Ouais. Et ces gens-là sortaient, allaient enquêter sur des soi-disant maisons hantées. Ces gens-là étaient des professionnels. La plupart d'entre eux avaient tous ces gens-là avaient des formations académiques. Certains d'entre eux étaient physiciens, d'autres étaient psychologues, d'autres étaient astrophysiciens, peu importe. Et ces gens-là allaient sur place. Et qu'en est-il? Que sort-il de ces études? À peu près pas grand-chose. Les phénomènes paranormaux, s'ils existent, et je dis bien s'ils existent, ils sont spontanés et leur manifestation est excessivement ténue. Et on n'a toujours pas trouvé le moyen de bien les documenter. Et à côté de ça, t'as la gang de chasseurs de fantômes de Saint-Barnabé, qui eux autres ont 3-4 appareils, puis eux autres, ils détectent ça des fantômes. Écoute, ils t'en détectent tous les semaines, mon ami. Là, tu te dis, ok, c'est ça, tu sais. Évidemment, il y a des recherches qui ont été menées, et je pense que si on parle principalement du phénomène des fantômes, dans ce cas-là, c'est peut-être l'un des aspects des phénomènes paranormaux où on a eu le plus d'avancées. Et ces avancées-là ont été menées, je te dirais, au cours des 10 ou 15 dernières années par des scientifiques dans le domaine des neurosciences. Il y a des scientifiques, des spécialistes en neurosciences, qui ont essayé de comprendre pourquoi on a l'impression des fois qu'il y a des gens autour de nous, pourquoi des gens entendent des voix, pourquoi on voit des ombres sur les murs. Ces gens-là sont partis du principe que les témoignages étaient authentiques. Donc, quand une personne dit une chose, tu peux dire il a halluciné, il a imaginé ça. Mais quand tu as des milliers, des millions de gens qui racontent le même type d'expérience, et ça depuis des siècles, tu te dis, il doit bien y avoir un fond de réalité dans ces perceptions. Ça veut pas dire que ces gens-là voient réellement l'au-delà, mais l'expérience cognitive, l'expérience empirique, elle est réelle. Ces gens-là voient des choses, ces gens-là ont entendu des voix, ces gens-là ont eu des perceptions. Peut-être que toi-même, si on en parle, si les gens qui nous écoutent ce soir en parlent dans leur famille, probablement qu'ils vont vite trouver un oncle, une tante, un cousin qui va dire « Ah ouais, mais t'est arrivé quelque chose, à un moment donné, un ami à moi qui était décédé, puis là, le soir, je pensais à lui, ou un parent décédé, puis j'ai eu l'impression de sentir sa présence, de sentir l'odeur de son parfum. » Donc, ce genre d'expériences, ce sont des expériences empiriques, elles sont rapportées
existé depuis des siècles. Donc, les chercheurs dans le domaine des neurosciences se sont dit ces perceptions sont sans aucun doute bien réelles. Mais avant de conclure à l'au-delà, essayons de voir s'il n'y a pas d'autres explications alternatives. Et au cours des 15 dernières années, et je sais que c'est pas ça qu'on veut entendre, Yannick, on veut entendre que nos proches sont autour de nous, qui meurent pas, qui sont toujours là. C'est ça qu'on veut entendre, pas ce que je vais te dire là. Ce que je vais te dire, c'est que dans le domaine des neurosciences, on a découvert, au cours des 15 dernières années, parce qu'on peut de mieux en mieux documenter comment on peut faire une carte du cerveau. On peut monitoriser le cerveau alors qu'il travaille et qu'il est soumis à des stimuli. Et on s'est aperçu que notre cerveau est une extraordinaire machine à créer des illusions. Et dès qu'il reçoit des informations, des stimuli qu'il ne comprend pas très bien, comme par exemple, tu peux en avoir des stimuli auditifs, t'entends un bruit alors que tu te trouves dans un asile abandonné à Sainte-Clotilde de Horton, il est possible que ton cerveau te joue des tours, te donne des impressions qu'il y a des présences autour de toi. Ça peut aller jusqu'à l'hallucination visuelle, l'hallucination collective. Et tout ça a été, l'hallucination auditive, pardon, et tout ça a été documenté, reproduit également dans des laboratoires de recherche dans le domaine des neurosciences. Maintenant, je ne dis pas que les fantômes n'existent pas et la perception ou les biais cognitifs n'expliquent pas un meuble qui bouge. On s'entend bien là-dessus. Mais dans 90% des phénomènes dits de hantise, les perceptions sont subjectives. Les gens, j'ai eu l'impression d'entendre une voix, j'ai eu l'impression d'être touché, j'ai eu l'impression de sentir un souffle autour de moi. 80-90% des phénomènes associés aux fantômes sont des phénomènes subjectifs de cet ordre-là. Or, dans bien des cas, les neurosciences ont répondu à ces questionnements-là. D'où viennent ces sensations, comment on les provoque, comment ils se produisent, et tout ça, ce sont des biais cognitifs qui sont engendrés par notre cerveau. Mais évidemment, c'est pas ça qu'on veut entendre, puis je suis conscient de ça, que c'est pas ça qu'on veut entendre. Moi, quand je dis ça en conférence, les gens me regardent et disent « Ah, c'est donc bien plat. On espérait que tu nous dises qu'on avait une preuve que l'au-delà existait, puis que les fantômes se manifestaient. » On dirait que ça nous rassure. Oui, parce que, et tu as tout à fait raison, croire aux fantômes, c'est pas seulement une croyance, c'est en même temps un espoir. Ouais. Parce que si les fantômes existent, c'est qu'il y a une vie après la mort. Et même si cela peut quelque part, la croyance des fantômes peut avoir quelque chose d'inquiétant, en même temps, tu le dis, c'est rassurant parce que ça nous dit, finalement, il y a quelque chose après. Tu sais. Et c'est ça qu'on veut entendre. Pas de se faire dire, jusqu'à maintenant, là, on n'a jamais réussi à bien documenter des histoires de fantômes, puis les neurosciences des dernières années semblent plutôt indiquer qu'on est en présence de biais cognitifs plus qu'en présence d'une manifestation de l'au-delà. On ne voit pas, c'est pas l'au-delà qui se manifeste, mais plutôt l'en-dedans. C'est pas ça qu'on va entendre. Je comprends. Oui, mais en même temps, c'est pas parce que ça ne nous fait pas plaisir d'entendre ça qu'il faut se mettre des œillères et faire table rase de ce que fait la science. Tu comprends? On sent que ça te libère de parler de tout ça. Mais tu as tout à fait raison parce que ça me passionne. Oui. Tu sais, ça fait 41 ans, ça fait 42 ans cet été que je suis dans ce domaine-là. Et la passion m'a toujours habité. Ça s'entend. Mais je deviens comme presque aigri de voir à quel point, à travers les médias, à travers des gens qui n'ont pas de formation académique, quelle qu'elle soit, puis je dis pas qu'il faut avoir une formation académique pour enquêter. Ça, c'est curieux, ça, parce que quand je dis l'histoire de la formation académique, souvent, je me fais tomber, je me retrouve dans le collimateur des chasseurs de fantômes qui ont l'impression que je dis que pour enquêter sur le paranormal, il ne faut avoir que des formations académiques, que monsieur et madame tout le monde ne peut pas faire ça, alors que c'est faux. Ça veut pas dire que parce que toi, tu n'es pas mécanicien, que tu ne peux pas rouler avec ta voiture. Mais on est d'accord que si, à un moment donné, tu as des problèmes avec ta voiture, tu vas aller voir un mécanicien. C'est un peu ça, c'est un peu la même chose avec la recherche amateur. J'ai rien contre les amateurs qui font de la recherche sur les fantômes, qui font de la recherche sur les ovnis, sur la réincarnation, etc., qui colligent des témoignages. C'est tout à fait extraordinaire. D'ailleurs, ils sont un peu les gardiens de notre patrimoine de l'insolite. Si ces gens-là n'étaient pas sur le terrain, comme il n'y a pas d'organisme étatique, le gouvernement n'a pas mis en place une organisation pour colliger des rapports sur les ovnis ou sur les fantômes. Donc, ce sont des amateurs qui font ça.
Et pourquoi des années après on se rappelle ces événements-là? Ben parce que ces gens-là ont enquêté à l'époque, ils ont publié dans des petits bulletins, ça a fait parfois l'objet d'articles dans la presse. Donc parce que ces gens-là ont fait ce travail de défrichage, ce travail de collecte, ben l'histoire demeure. Mais dans la mesure où les chasseurs de fantômes, par exemple, arrivent dans un lieu, d'abord, ils doivent se donner un protocole très précis. On fait tel ou tel truc, on va le faire de telle ou telle manière, se donner de manière, pas des gens qui courent à gauche et à droite un peu partout en essayant, en demandant des flashlights de s'allumer ou de s'éteindre, en espérant que l'au-delà réponde. Non, on doit se donner un protocole. Et si on obtient des résultats, et c'est là qu'il est important, si on obtient des résultats, comme toi, quand tu as un bris avec ta voiture, tu vas voir un mécanicien. Si tu as mal aux dents, tu vas aller voir ton dentiste. Si tu t'inquiètes sur ta santé, tu vas aller voir ton médecin. Alors pourquoi ces gens-là, lorsqu'ils obtiennent des résultats, ne vont-ils pas consulter des scientifiques? Ils obtiennent des résultats, ils essaient à plusieurs reprises, ils ont toujours le même résultat, le même appareil, enregistrent les mêmes données, ils font une contre-vérification avec d'autres appareils de contre-mesure. À partir du moment où ils ont ces résultats bien documentés, bien chiffrés, pourquoi ne vont-ils pas voir un physicien? Pourquoi ne vont-ils pas voir un électronicien? Pourquoi n'invitent-ils jamais des scientifiques sur le terrain de leurs enquêtes? C'est là qu'il est mon problème. Je ne condamne pas les amateurs. Ce que je condamne, c'est qu'ils s'improvisent experts en tout. Domaine du paranormal, c'est ça la grande qualité. C'est le royaume des photos floues, puis c'est le royaume des experts en tout. Je ne sais rien, mais je sais tout. Et ça, c'est très agaçant. Le gars arrive et dit... J'ai vu ça, on a enregistré ça, ça ne peut être que ça. Puis là, il nous arrive avec toutes sortes d'explications tirées par les cheveux. J'ai même vu des gens qui, visiblement, à les écouter parler, n'ont même pas une formation collégiale, puis étaient prêts à nous sortir des principes de physique quantique pour expliquer pourquoi le bol était tombé en bas d'un lavabo. J'ai comme un petit problème, moi, là. Toi, t'es devenu soudainement le nouveau Stephen Hawking des chasseurs de fantômes, là. Ça devient une aberration, ça devient ridicule. Et des fois, je m'interroge, est-ce que je suis le seul à voir ça? Tu sais, je lis ça, je lis les comptes rendus, je vois des trucs qui se font, puis je me dis, mais voyons donc, ça n'a pas de bon sens que je sois seul à m'apercevoir de ça. Et j'ai souvent l'impression, j'en fais des commentaires que ce soit sur mon site web, que ce soit sur ma page Facebook, et j'ai souvent l'impression que je suis le seul à dénoncer ça. Je me sens... Et évidemment, tu comprends que dès que je dénonce, je deviens l'objet de tout un feu groupé des chasseurs de fantômes. Mais quand même, c'est pas tant de leur lancer la pierre que de leur dire soyons rigoureux. Si vous voulez faire de l'investigation sur les fantômes, parfait, mais soyons rigoureux dans ce que nous faisons. Christian, je t'amène sur un autre sujet, je pense que ça va te faire du bien. En 1963, je me trompe pas, c'était au mois de novembre, il y a un homme qui s'appelle John F. Kennedy qui a perdu la vie. Oui. Et encore à ce jour, il nous manque encore beaucoup d'informations sur la façon dont il a été tué, pourquoi il a été tué. C'est pas tous les documents qui ont été révélés. En fait, tu sais que quand on parle, et là tu m'amènes sur un autre terrain, les théories du complot, tu sais que la mort, l'assassinat de John F. Kennedy, on est le 22 novembre 63, ça demeure la mère de tous les complots. C'est-à-dire qu'à partir de là, je dirais toutes les grandes théories du complot se sont un peu développées dans l'ombre de l'affaire de JFK. Et c'est vrai que beaucoup de questions auxquelles on n'a pas trouvé des réponses. Et on avait les archives sur John F. Kennedy étaient gardées confidentielles. Elles devaient en théorie être livrées en 2040. Et puis ensuite de ça, il y a eu le président Bush avait demandé éventuellement une libération des archives. Et finalement, il avait fixé comme date d'ouverture des archives l'automne 2017. Donc, automne 2017, ça nous ramène à il y a quelques mois. Le nouveau président, qui est le président Trump, évidemment, a autorisé la libération des dossiers tels que c'était prévu. Mais en particulier les dossiers des services de renseignement qui étaient un peu plus, il y avait un peu plus de 3000 dossiers là-dedans et qui étaient gardés confidentiels. Et là, on dit, bon, on va les rendre publics. Et à la dernière minute, les services de renseignement ont retenu un peu plus de 200 dossiers en disant, non, il y a comme 200 dossiers là-dedans qu'on ne peut pas rendre publics. Fait que finalement, l'automne dernier,
À peu près 2900 dossiers des services de renseignement ont été rendus publics. Dans la foulée, il y a plein d'autres agences qui ont rendu publics des dossiers qu'ils avaient également sur John F. Kennedy. On parle au total de plus de 10 000 dossiers qui ont été rendus publics depuis l'automne dernier. Mais au moment où les services de renseignement avaient retenu à peu près, là, comme je l'ai mentionné, à peu près 200 dossiers, le président Trump les avait quand même donné jusqu'au mois de mars 2018 pour donner une réponse du pourquoi. Parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, selon la loi d'accès à l'information, il n'existe à peu près qu'une seule règle qui permet de ne pas rendre public un dossier, c'est la règle de la sécurité nationale. Si tu prouves que l'information qui sera libérée risque de à tout le moins va menacer la sécurité nationale, là, évidemment, on peut garder un veto sur le document. Visiblement, les services de renseignement ont réussi à bien justifier leur jeu auprès du président Trump parce que la semaine dernière, le président a reconnu que certains de ces dossiers, effectivement, devaient rester confidentiels pour le moment. Il a repoussé donc la date à 2021, donc il faudra attendre encore 3 ans. Et là, ici, on parle d'à peu près 500 dossiers qui vont rester vraiment fermés. Mais sous forme d'hypothèse, Christian, là, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que ces dossiers-là pourraient nuire à la sécurité de la nation? Là? Le gars, il est mort. C'est là la grande question. Il faut faire très attention ici pour pas tomber dans le piège des complotistes. Hein? Ouais. Bon, il faut le dire, il y a beaucoup de ces documents-là que le président Trump a dit, vous allez les rendre publics, mais ils seront en partie censurés. Donc, ils vont éventuellement être publiés par les archives nationales, mais il faut pas s'étonner que certains passages soient biffés, là, soient clavardiers pour empêcher qu'on puisse lire ce qu'il y a là. Mais il y a un autre groupe de documents qui, eux, ne seront libérés qu'en 2017. Et pourquoi? Évidemment, la question, on peut se dire, peut-être que ça pourrait nuire à la sécurité nationale de savoir que le FBI, que le CIA ou avait de l'information sur l'attentat contre le président. Mais ça, c'est jouer le jeu des théoriciens du complot, parce qu'en réalité, parfois, l'explication est beaucoup plus banale que ça. Des fois, c'est des informations qui sont plutôt des informations latérales. C'est-à-dire qu'on va parler du président Kennedy qui est assassiné, mais on va apprendre, par exemple, que une menace pesait sur après l'attentat du président, les policiers ont arrêté un ressortissant qui, lui, en donnait de l'information à la Pravda, qui travaillait avec les services de renseignement. Donc, tu comprends, c'est de l'information qui n'est pas directement liée à l'assassinat du président, mais plutôt de l'information secondaire, mais qui pourrait révéler d'autres avenues ou de quelle façon les services de renseignement ont obtenu de l'information, de quelle façon les services par exemple la CIA ou la NSA reçoivent des informations. Tu sais, ça serait pas bon de retrouver dans un document qu'un agent de la CIA travaille comme journaliste à la Pravda à Moscou. Tu comprends? Oui. Même si ça n'a pas de lien avec l'assassinat du président Kennedy. Et c'est ce genre d'information, bien sûr, que les services de renseignement veulent garder confidentielles. Alors, ça peut être une des raisons. Évidemment, il peut y avoir d'autres raisons. Il peut y avoir une raison qui dit clairement que le président a été assassiné à l'issue d'un complot ourdi soit par la mafia ou les services de renseignement. Mais jusqu'à maintenant, de tous les documents qui ont été rendus publics, et là, on parle depuis la commission Warren, qui s'est tenue après l'assassinat du président Kennedy, qui a été publié l'année suivante. Il y a plein de documents, donc, depuis 1964, 1965, qui sont libérés de droit. Donc, on y a accès. Et donc, depuis toutes ces années, 50 ans, on n'a pas trouvé le smoking gun, le fameux pistolet fumant qui dirait « Wow, voici ce qui s'est passé ». Malgré qu'on a des millions de pages, et je dis bien des millions de pages de documents associés à l'assassinat du président Kennedy, on n'a rien trouvé dans ces millions de pages qui permettent de conclure que le président Kennedy a été assassiné à l'issue d'un complot. La seule chose jusqu'à maintenant que l'on sait, on tient à peu près pour certaine, c'est que le président a été abattu et que l'assassin présumé, Lee Harvey Oswald, se trouvait derrière une fenêtre d'un édifice, un entrepôt de livres scolaires, et qu'il est jusqu'à maintenant, tout le moins, le seul assassin présumé dans l'histoire de l'attentat. OK, donc on s'en rejase en 2021. Raphaël, je te laisse choisir le prochain et dernier sujet. Tu as le choix entre des bactéries extraterrestres ou encore
on vient peut-être de vaincre le cancer et la vieillesse. J'irais avec les bactéries extraterrestres. C'est vrai? Tu veux pas vivre éternellement? Non, ça m'intéresse pas. T'es déjà tanné? Pas encore, mais c'est ça. Pas éternellement. Allons-y avec les bactéries extraterrestres, Christian. Ben oui, en fait, c'est des travaux qui ont été menés par l'Institut de recherche spatiale indienne et qui ont publié donc un papier la semaine dernière disant qu'ils avaient identifié 3 bactéries qui n'existent pas sur Terre. Et là, tu te dis, mais comment est-ce qu'on a pu arriver à ça? Il faut savoir que on reçoit chaque année quelque chose comme 40 tonnes de poussière qui arrivent de l'espace. Et ces poussières de l'espace, évidemment, arrivent sous forme de roches ou simplement de poussière, et elles sont simplement détruites au moment où elles entrent dans l'atmosphère. Ou bien elles sont détruites, ou si elles sont plus grosses, on a des rochers qui sont plus gros, elles vont devenir des météores, et si elles tombent au sol, ça devient une météorite. Mais on reçoit donc des milliers de tonnes de ces poussières de l'espace. Or, l'Institut de recherche indienne, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé des ballons stratosphériques qui sont montés très très haut dans l'atmosphère terrestre. Et ils ont colligé, ils ont ramassé, ils ont pris un échantillonnage de ces poussières qui entrent dans l'atmosphère, mais avant qu'elles soient détruites au contact avec la friction de l'air. Et ils ont été surpris de découvrir donc dans ces échantillons 3 types de bactéries qui n'existent pas sur Terre. Ça veut donc dire que ces bactéries se sont mis comme dans un état de dormance. Elles ont voyagé à travers le cosmos sur des poussières, sur des météorites, sur des rochers, et finalement, elles ont abouti sur Terre. En théorie, elles ne seraient jamais arrivées au sol parce qu'elles auraient été brûlées, détruites dans l'atmosphère, mais parce qu'on a pu les récupérer avant qu'elles se soient consumées, évidemment, on les a maintenant sous la main. Et ces bactéries, n'existent pas sur Terre. Ce sont donc des bactéries d'origine extraterrestre. C'est pas la première fois qu'on en voit. On avait trouvé quelques météorites qui, à l'intérieur, présentaient des espèces de traces fossiles qui laissaient croire en la présence de bactéries extraterrestres. Mais cette découverte montre bien que la vie pullule dans l'univers et qu'elle est particulièrement ingénieuse pour s'adapter aux conditions extrêmes. Donc, dans le cas présent, ces bactéries se sont simplement mises dans un état de veille en attendant de trouver un environnement qui aurait été propice à leur multiplication et à leur évolution. Et elles ont été colligées par cette équipe de chercheurs. Ce qui montre donc que notre quête de vie extraterrestre, elle est tout à fait fondée et que cette vie extraterrestre doit exister un peu partout dans l'univers. Maintenant, la grande question, puis on revient toujours un peu à la case départ avec ça, si la vie existe dans l'univers, existe-t-elle uniquement sous forme de micro-organismes ou est-ce qu'elle a pu donner naissance à des organismes complexes et intelligents comme on en retrouve sur Terre? Est-ce que finalement nous, dans la chaîne de l'évolution de la vie, sommes-nous une conséquence naturelle ou sommes-nous simplement un accident de l'évolution? On dirait que tu as déjà fait des émissions sur le sujet. Ta finale est parfaite. Salut, Christian. Ça fait plaisir. Salut. Christian Page, l'enquêteur du paranormal. Je vous rappelle que il va y avoir une conférence dans les prochaines semaines de Christian Page. Ça vous tente d'aller faire un tour. Ça va s'appeler Les grandes énigmes de l'histoire. C'est la deuxième partie. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pas nécessaire d'avoir vu la première partie. La deuxième partie va vous aiguiller dans tout ça. Ça va être présenté à l'Université Laval le 26 mai prochain. Toute l'info est sur la page de christianpage.ca. 8h46, on vient. Marceau, le soir. Radio X.